Donc, merci à tous, bienvenue pour cet atelier chef d'entreprise, comment limiter les risques les 3 premières années. On va être ensemble pendant 45 minutes, donc vous voyez sur scène, on est 4. Je vais vous expliquer un peu après pourquoi on est si nombreux. C'est un atelier qu'on a imaginé du coup tous les 4. On s'est donné comme objectif pendant ces 45 minutes de vous donner un peu les clés, les conseils clés à avoir quand on démarre une activité pendant les 3 premières années. Donc ça va être une succession un peu de conseils clés thématiques. Et on a gardé sur ces 45 minutes un temps d'échange à la fin. Donc si vous avez des questions, je sais que certains vont vouloir les poser pendant l'intervention, mais je vous invite vraiment à les garder au chaud pour la fin. On vous fera tourner un micro pour ceux et celles qui ont envie de nous poser des questions. Juste pour information aussi, avant de démarrer, on voulait faire un petit sondage pour voir un peu qui est présent dans la salle. Vous êtes nombreuses et nombreux. Alors peut-être juste ceux qui portent un projet, si vous pouvez lever la main, comme ça. Donc vous êtes majoritairement des porteurs de projets. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà créé leur activité? Donc on a... Oh là, c'est quand même pas mal, il faudrait compter. Gaël, tu comptes? Non. Donc merci en tout cas à vous. C'est important pour nous de savoir un peu qui est là. On va pouvoir aussi adapter un peu nos conseils et nos interventions. Du coup, on va faire un tour de table rapide. Et puis après, on va pouvoir démarrer. Je ne sais pas, Sophie, si le micro fonctionne bien. Bonjour à tous. Bonjour, je suis Sophie Maurice. Je travaille pour l'association France Active Bretagne, une association qui accompagne les futurs créateurs ou repreneurs d'entreprises en phase de création ou en phase de développement, dans la partie structuration financière des projets. Bonjour, alors je m'appelle Gaëlle Pambourg, je travaille à la Chambre de commerce et d'industrie d'Ille-et-Vilaine depuis longtemps. Je conseille en particulier les entreprises de l'hôtellerie, restauration et du tourisme, mais pas que. J'ai copiloté la cellule de prévention des difficultés financières aussi de la CCI. Et voilà, je suis à votre disposition parce que je connais très bien la maison. Bonjour à toutes et tous, donc Alain Drognou, je travaille moi à Initiative Armor et Initiative Bretagne, donc j'accompagne et je finance des entreprises, tout type d'entreprises, création, reprise, développement, dans tout secteur, artisanat, commerce, CHR et un petit peu d'innovation également. Je sais pas. Du coup, pour conclure ce tour de table, donc je suis Mathieu Omar, je travaille à la BGE, c'est une structure associative qui fait de l'accompagnement à la création, reprise et du suivi de dirigeants. Donc on va accompagner tout type de porteurs de projets, tout type de dirigeants dans de l'accompagnement, de la formation, donc c'est assez varié. Juste pour information, on est tous les 4 présents sur le stand de BPI qui est un peu plus loin, le BPI, la région Bretagne, donc il y a un stand jaune, là, vous ne pouvez pas nous louper à l'entrée, donc pas hésiter à venir nous voir et à aller voir aussi toutes les autres structures d'accompagnement qui sont présentes sur le salon. J'avais juste un doute sur le micro, mais... Ah oui, si, c'est les slides. Et juste pour information, on est 4 structures très différentes. Donc vous allez voir, on va se passer le micro parce qu'on a des expertises et des approches qui sont à la fois différentes et complémentaires. C'est pour ça qu'on est aussi nombreux sur scène aujourd'hui avec un seul micro, mais on va essayer de challenger avec ce petit aléa qui fait partie des fois du métier de chef d'entreprise aussi, les aléas. On va en reparler dans un instant. Tout commence par l'amont. On s'était dit avec Gaël, Alain et Sophie qu'il y avait un préalable, presque un prérequis quand on démarre une activité, c'est de se faire accompagner au démarrage. Souvent, on n'y pense pas. En tout cas, là, on voit qu'il y a certains chefs d'entreprise qui sont là, il y a des porteurs de projets. On se rend compte que beaucoup de gens ne pensent pas à se faire accompagner avant le lancement. Pourtant, c'est quelque chose de très important. Il suffit de regarder les statistiques. On voit que majoritairement, les entreprises accompagnées avant la création ont un taux de pérennité qui est meilleur que les entreprises qui n'ont pas été accompagnées. Donc, je vous invite vraiment à avoir cette logique d'accompagnement. Vous êtes là aujourd'hui, je pense que vous avez fait déjà un premier pas vers les structures d'accompagnement. Donc, continuez à faire un deuxième et un troisième. Pourquoi c'est important de se faire accompagner et à quoi ça sert? Au-delà de la pérennité que vous allez pouvoir espérer en vous faisant accompagner, on va pouvoir travailler sur différents éléments. L'accompagnement, ça va dépendre aussi de la nature de là où vous en êtes dans votre projet de création d'entreprise. En fonction, si vous êtes porteur d'idées ou porteur de projet ou chef d'entreprise, bien évidemment, on ne va pas aller voir les mêmes choses. Et je te laisse essayer. Du coup, l'accompagnement, c'est quoi? C'est vous aider à structurer votre projet, c'est vous aider à travailler sur une étude de marché, sur clarifier votre offre, sur concrètement qu'est-ce que vous voulez vendre. Le fameux je vends quoi? C'est pas juste une offre catalogue, mais c'est aussi quelle valeur ajoutée il y a derrière, quel modèle économique. C'est donc les structures d'accompagnement, on va venir vous aider, vous challenger, vous poser des questions sur votre clientèle, qui sont vos clients, est-ce que vous les avez bien identifiés? Est-ce que c'est les bons? Parce que des fois, on se dit, si j'ai identifié une cible, mais est-ce que c'est la bonne? Est-ce que c'est bien celle qui va venir demain acheter vos produits et vos services?
Est-ce que vous avez les bonnes compétences? Ça, on va en reparler aussi après, mais c'est important de savoir est-ce que j'ai les bonnes compétences à la fois métier. Si je suis plombier, est-ce que j'ai la compétence en plomberie? Mais est-ce que j'ai la compétence de chef d'entreprise? Elles sont multiples, on va le voir sur les slides d'après, mais ça aussi, c'est des points aussi importants qu'on va pouvoir les checker avec vous lorsque vous vous faites accompagner. Est-ce que vous avez besoin de monter en compétences? Est-ce que vous avez besoin de retravailler votre stratégie de communication, votre stratégie commerciale? Puis bien évidemment, est-ce que vous avez besoin de travailler la partie chiffrée? Et là, je vais passer la main à Sophie. Avec le micro, on croise les doigts. Test. Ça fonctionne. Je vais reprendre avec ce micro. Donc une fois que vous avez effectivement étudié tous ces aspects-là, on va arriver dans la phase de structuration financière et juridique du projet. Et c'est bien dans ce sens-là, et non pas l'inverse. Il peut y avoir un biais. Parfois, les personnes veulent aller trop vite sur la partie choix du statut juridique ou recherche de financement. Finalement, ce n'est pas le plus important, ça peut s'adapter. Il faut bien voir ça une fois que le projet et le modèle économique est bien défini. Sur la partie recherche de financement, vous m'entendez là ? Sur la partie recherche de financement, une première étape qui peut paraître un peu basique, mais qui n'est pas toujours réalisée dans de bonnes conditions, c'est déjà de savoir quels sont mes besoins financiers exacts. Vérifier que vous n'avez pas sous-estimé ou surestimé. Dans un autre sens, ça peut aussi mettre en difficulté l'entreprise, vos besoins. Que ce soit vos besoins en investissement, mais il y a aussi d'autres besoins qui sont un petit peu moins visibles, qui s'anticipent plus difficilement et qui sont tout aussi importants, comme le besoin en fonds de roulement. Selon les activités, le besoin en fonds de roulement, c'est un terme un peu financier qui peut faire peur à certains, mais finalement c'est assez simple. C'est le décalage entre le paiement de vos clients et le paiement de vos fournisseurs. Donc c'est des éléments à bien questionner et à se renseigner dès le début. Un boulanger qui va payer ses fournisseurs à 30 jours, mais ses clients vont le payer tout de suite, ne va pas du tout avoir les mêmes besoins qu'une boutique de vêtements où les fournisseurs seront payés à 30, par exemple qu'un informaticien qui va avoir la facture de sa prestation 6 mois après, parce que souvent c'est des missions longues. En tout cas, il y a vraiment ce décalage-là qui est anticipé. Et nous, on en voit pas mal qui négligent ce besoin-là et qui reviennent nous voir 3 à 6 mois après ou 1 an après le début de l'activité. Et c'est beaucoup plus compliqué justement de trouver un financement adapté une fois que l'activité est lancée. Donc c'est de bien réfléchir à tous ces besoins-là avant d'aller solliciter des banques et des financements externes. Une fois qu'on est à jour là-dessus, l'idée c'est le message en tout cas que je veux faire passer, c'est aussi de ne pas tout autofinancer, d'aller rechercher un financement externe et notamment bancaire, mais pas que. Il y a d'autres solutions également. Mais même si vous avez... parfois, il peut y avoir très peu d'investissement, mais en tout cas, même si vous avez de l'épargne de côté et vous vous dites, je peux très bien démarrer tout seul, ça peut être risqué. C'est une possibilité, mais ça peut être risqué dans le sens où il y a plein d'aléas possibles. Ces dernières années l'ont bien prouvé avec les années Covid, les confinements, les arrêts, etc. d'activité. L'idée, c'est de pouvoir plutôt garder un peu d'épargne de côté, un matelas de sécurité et de pouvoir solliciter un financement pour le reste. Donc ça, c'est le premier message. Le deuxième message également, c'est pour sécuriser son projet, c'est de bien aller regarder les garanties qui sont proposées par les partenaires bancaires. Souvent, on a l'objectif de déjà trouver une banque, c'est déjà un premier pas, mais il faut bien regarder les conditions, les petites lignes de ce contrat-là, et notamment les conditions de garantie. Nous, on propose des garanties justement pour vous accompagner dans votre projet, parce qu'on y croit, et ça vous évite de vous engager sur des cautions personnelles, par exemple, pour essayer de sécuriser le plus possible votre situation personnelle. Voilà sur ce premier point. Je vais laisser la parole à l'un de mes collègues. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, c'est bon cette fois. Je pense que peut-être un chouïa plus fort si c'est possible. En fait, ce qu'on essaye de vous dire sur cette slide-là, c'est vraiment le fait de vous faire accompagner en amont. Ça vous permet demain d'anticiper les potentiels aléas, les potentiels risques, et c'est de partir avec toutes les informations et de pouvoir faire les choix les plus éclairés possibles. Quand Sophia vous parle de garantie bancaire ou de financement, c'est d'avoir une vision assez large de ce qu'il existe sur le territoire d'Ille-et-Vilaine, même de Bretagne, et de vous dire oui, ok, moi je vais faire ce choix-là, j'ai connaissance de tout, donc je sais faire les choix les plus éclairés possibles et je vais pouvoir anticiper les possibles aléas que j'aurai au démarrage. Là aujourd'hui, on est bien sur un atelier sur les 3 premières années. On partait juste du constat que l'accompagnement, c'est presque un prérequis si vous voulez éviter demain tout simplement les aléas, les erreurs, les pièges lorsque vous serez installé demain.
Donc c'est vraiment important de vous faire accompagner. C'est aussi important d'être, je parlais de compétences tout à l'heure, d'être conscient des compétences que vous avez. Chef d'entreprise, c'est plusieurs, on parle souvent de casquettes. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression, les différentes casquettes du chef d'entreprise. C'est plein de compétences, c'est plein de métiers transverses, être chef d'entreprise. On en voit certaines là sur le nuage de mots juste en dessous. En général, quand vous êtes salarié, vous cherchez un emploi, vous avez un CV, vous avez une annonce, une fiche de poste, et vous dites, tiens, ça colle à mes compétences, ça je sais faire, ça j'ai l'expérience, donc je postule. Et si vous êtes bon, il est beaucoup mieux ce micro, et si vous êtes bon, vous pouvez être recruté ou pas. En tout cas, vous vous positionnez par rapport aux compétences que vous avez. Être chef d'entreprise, c'est pareil. Ça veut dire qu'il faut être conscient des compétences qu'on a avant de se dire je vais démarrer une activité. Ou bien vous pouvez vous dire aussi j'ai des compétences clés, je sais qu'il m'en manque, je suis en cours d'acquisition sur certaines, donc je vais devoir me former ou je vais devoir trouver des astuces pour pouvoir peut-être combler ces manques-là. Je vais vous donner un exemple très concret. Je sais pas, moi je suis installé à mon compte je suis plombier. Et en termes de communication, je suis vraiment pas doué. C'est vraiment pas mon champ de compétences. C'est pas, je suis bon techniquement, je suis plombier. On a validé avec une CMA, avec une chambre des métiers, que j'ai bien l'adéquation personne-projet, j'ai bien le diplôme, j'ai bien les compétences métiers. Par contre, j'ai bien remarqué que la partie communication, c'était vraiment pas mon truc. Du coup, j'ai plusieurs solutions. Le fait de le savoir, je vais me dire, soit j'externalise la compétence. Il y a des agences de com spécialisées là-dedans. Donc, je vais aller voir un prestataire, lui dire voilà mon besoin. Moi, je suis plombier, je n'ai pas le temps de m'occuper de la communication, donc j'externalise cette compétence. Ou bien, je me dis aussi, je peux l'internaliser de deux manières. Soit je me forme, parce qu'en fait, quand vous êtes chef d'entreprise, je ne sais pas si vous le savez, mais vous avez un droit à la formation, comme quand on est salarié ou même fonctionnaire. On a des droits à la formation. Alors, les salariés, vous en entendez souvent parler, c'est le fameux CPF. Mais quand on est chef d'entreprise, on a ce qu'on appelle un fonds d'assurance formation. Il y en a peut-être quelques-uns présents aujourd'hui ou pas, peut-être pas. Mais en tout cas, pas hésiter à aller voir les structures d'accompagnement qui les connaissent très bien. Et ces structures-là vont vous financer une partie de la formation. Donc moi, je suis plombier, je me dis, tiens, j'ai envie de me former, je ne sais pas, aux réseaux sociaux, parce que ma clientèle, elle est beaucoup là-dessus. Donc je vais suivre une formation de 2, 3, 4 jours sur la communication sur les réseaux sociaux. Après, je vous disais, je peux l'internaliser aussi pourquoi pas en embauchant quelqu'un, un alternant, un stagiaire qui va pouvoir m'aider un peu à internaliser cette fonction-là. Soyez conscient un peu des compétences que vous avez. Idéalement, il faudrait faire presque un bilan de compétences entrepreneuriales pour savoir où vous en êtes, aussi bien avant le lancement de l'activité, mais aussi pendant. Des fois, il faut se poser et se dire, tiens, cette année, où c'est que j'ai, entre guillemets, pêché, où c'est que j'ai des besoins de formation, et de me dire, là, l'année prochaine, je vais investir tant dans de la formation. Donc, le premier conseil, c'était faites-vous accompagner. Le deuxième, c'est formez-vous, parce que c'est important. Et on le voit souvent, je pense que Gaël, Sophie et Alain l'ont souvent en tête, cet exemple-là. Le chef d'entreprise, au bout du 3e ou 4e exercice, on fait un point avec lui, on lui dit tiens, quelle formation tu as faite cette année? 0. Et les autres années? 0. Et souvent, ils nous disent tiens, c'est rigolo, en plus j'ai salarié des gens et eux, je les ai formés. Et souvent, ils forment leurs salariés, mais ils oublient eux-mêmes de se former. Donc, gardez ça vraiment en tête. Vous aurez un droit à la formation demain, donc formez-vous quand vous serez installé. Et là, je passe la main parce que on fait la transition avec Gaël qui va vraiment faire un focus sur... j'ai fait un exemple exprès sur la communication, mais qui va faire le lien aussi sur la partie com et commerciale. Et dis-moi si le micro fonctionne. Merci Mathieu. Donc, effectivement, la partie choix de votre offre et communication sur cette offre, elle est très importante. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce qu'il faut déjà, c'est avoir un positionnement fort de votre offre. C'est-à-dire qu'on voit quand même beaucoup de gens, on a beaucoup de petites entreprises à se monter. La CCI Ille-et-Vilaine, il y a 60 000 entreprises inscrites pour notre seul département, à titre d'exemple. Et donc, en fait, il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas une vision très précise de qui va être leur cible de clientèle principale, les clientèles secondaires, toutes ces clientèles faisant au final le chiffre d'affaires. Donc, c'est important que vous ayez bien réfléchi au fil conducteur de votre offre, ce qui est l'identité de votre entreprise. Et à partir de là, vous pouvez communiquer dessus. Je voudrais vous rappeler qu'à l'espace Entreprendre, à la CCI, mais il y a aussi des choses à la BGE, on a des ateliers qui vous aident à réfléchir votre marché. Ça s'appelle Business Model Canvas. Et donc, il y a cet accompagnement individuel et collectif de l'espace Entreprendre, que ce soit à Rennes, à Vitré, à Redon, à Saint-Malo. Donc, appuyez-vous là-dessus. Et accessoirement, ça permet aussi de ne pas passer à côté des financements type
prêt à taux zéro qui existe avant la création de l'entreprise. Donc, avoir un positionnement fort. Après, au niveau de votre efficacité commerciale, si vous montez un commerce, l'emplacement, ça reste quand même quelque chose, le choix de l'emplacement extrêmement important. Ça aussi, hein, dans l'accompagnement, on vous aide à réfléchir à est-ce que votre emplacement sera bon ou pas bon. C'est souvent un facteur très important pour un commerce. Et puis, j'ai envie de souligner évidemment l'aspect communication numérique aujourd'hui. C'est très bien de savoir faire, notamment les jeunes, plein de choses par eux-mêmes, mais n'oubliez pas que votre site internet, vos pages réseaux sociaux, page Facebook, page Instagram, voire chaîne YouTube, c'est votre porte d'entrée de votre commerce ou de votre entreprise, la porte d'entrée virtuelle. Donc, cette porte d'entrée, elle doit absolument être professionnelle. Il faut que l'ergonomie, le graphisme soient au goût du jour, que les fonctionnalités marchent bien. Pourquoi est-ce que des sites comme Airbnb, comme Booking, comme Le Bon Coin marchent bien? C'est parce que la facilité de navigation, l'ergonomie sont très bonnes. Donc, il faut que vous ayez aussi ce professionnalisme dans la communication numérique. Il ne faut pas lésigner sur le fait de mettre de l'argent. Vous savez aussi que quand on propose de la réservation en ligne, de l'achat en ligne, c'est super efficace. Même des gens qui ont un commerce, il y a cette navigation du client aujourd'hui. Entre je vais aller voir des infos sur Internet parce que ça me permet de comparer tous les produits et toutes les offres en quelques minutes. Et ensuite, éventuellement, je vais voir les produits en magasin. Donc, aussi vous dire que la régularité des posts, je sais bien que vous avez tout le reste de votre travail à faire, mais la régularité des posts avec une ligne éditoriale claire, hein, sur votre façon de communiquer, sur Instagram, sur Facebook, la notion d'intégrer des messages tels qu'aujourd'hui les pratiquent les internautes, c'est très important. Utiliser idéalement aussi des vidéos. On a des formations, hein, par exemple, nous, la faculté des métiers à Kerlan prodigue quantité de formations sur le numérique. Et enfin, j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, la communication, notamment numérique, ce n'est pas uniquement à l'adresse de vos clients, loin de là. C'est-à-dire qu'un des principaux problèmes des entreprises, le problème même numéro 1 des entreprises sur le bassin de Rennes, c'est le recrutement et la fidélisation. Donc, les gens qui cherchent un travail ou qui sont prêts à changer, quand ils s'intéressent à une entreprise, la première chose qu'ils vont aller, c'est regarder les comptes de l'entreprise sur Internet, hein, son site, ses réseaux sociaux. Donc, il faut que vous créiez, que ça véhicule bien vos valeurs RSE, donc responsabilité sociétale et sociale, et que vous soyez attractif pour de futurs salariés. En fait, si je résume, je repars un peu en arrière. Tout commence par l'amont, ça veut dire quand je vous disais tout à l'heure l'importance de se faire accompagner avant le lancement, ça vous permet de travailler un peu sur votre stratégie, pas un peu, même beaucoup sur votre stratégie commerciale et de communication. Ça veut dire d'anticiper les choses et le jour J, vous n'êtes pas là à vous dire tiens, comment je vais communiquer, quel outil je vais utiliser, est-ce que je me forme, est-ce que je me forme pas. Vous avez déjà une sorte de plan d'action, une roadmap qui va vous dire un peu tout ce que vous allez devoir faire les premières semaines, les premiers jours, les premiers mois, les premières années d'activité. Et ce que vous disiez effectivement Gaël, c'est qu'il faut sur la communication, mais sur le commercial, il faut aussi être conscient des compétences que vous avez. Est-ce que vous avez les bonnes capacités à les communiquer, à les vendre? Si ce n'est pas le cas, il faut vous former ou il faut trouver des solutions alternatives pour compenser ce manque. Je vais embaucher un prestataire pour s'occuper de toute ma campagne réseaux sociaux. Je sais faire des sites internet, mais je sens que ce n'est pas là-dessus où je performe le plus. C'est peut-être aller voir des prestataires qui vont du coup être sur une approche beaucoup plus technique, donc c'est le métier, et ça va vous faire gagner du temps et ça va vous faire gagner aussi des clients. Aujourd'hui, il ne faut pas être sur une logique de vous dire tiens, je vais investir de l'argent dans de la formation, dans une agence de com qui va me faire un site internet et une campagne sur les réseaux sociaux. Il faut vous dire oui, ça me coûte de l'argent, mais combien potentiellement ça va m'en rapporter?
Si vous n'êtes pas dans cette logique-là, effectivement, vous allez vous dire, bah oui, je mets de l'argent, mais je ne sais pas trop ce que ça va me faire gagner. Donc soyez vraiment dans cette logique de vous dire, effectivement, il faut un budget, il faut une logique, il faut une stratégie. On va revenir à un moment donné sur ce terme de soyez stratège. Il y a 2 slides sur le sujet. Et puis, ce que disait aussi Gaël, l'une des problématiques, c'est le recrutement aujourd'hui, mais il y en a d'autres. Et quelque chose souvent sur lequel vous allez être confronté, ça va être de gérer les problématiques. Aujourd'hui, on l'a bien vu depuis quelques années, entre le Covid, la crise en Ukraine, l'entrepreneuriat, mais même, j'ai envie de dire, la vie de tous les jours, c'est plein d'aléas, des bons, des mauvais. Mais quand on est chef d'entreprise, souvent, on est seul aux manettes. Et du coup, on a besoin de gérer ces problématiques-là et d'avoir certaines logiques, certains conseils. Et du coup, là, je repasse la main à Gaël. Je pense que c'est le micro, celui-ci doit refonctionner. Merci. Alors, au niveau des problématiques, moi, j'ai envie de parler de 2 choses. J'ai envie de vous parler de problématiques d'investissement et d'autre part, de s'il y avait des difficultés plus financières. Donc, sur le besoin d'investir, je voulais vous rappeler qu'il y a des aides. Il y a un certain nombre d'aides que nous, dans les CCI, on connaît bien, mais pas que chez nous d'ailleurs. Je pense à quoi ? Par exemple, la région Bretagne a une nouvelle aide qui s'appelle Pass Transition, qui prend la forme de subventions à hauteur de 50% pour l'accompagnement des transitions, c'est-à-dire j'ai besoin de faire des investissements au plan environnemental et écologique, également en conseil et également en recrutement. Et ça, c'est de la subvention à hauteur de 50%. Alors, je ne vous donne pas toutes les petites lignes. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, par exemple, toutes les aides de la région, ça passe par une demande en ligne sur une plateforme dédiée. Mais on sait faire ça, on sait vous accompagner éventuellement vers ces aides-là. Donc, ne passez pas à côté et ne signez jamais des devis parce que ce sera trop tard pour après aller demander des aides. Donc, il y a par exemple ce Pass Transition qui est une nouvelle aide de la région. Il y en a une autre qui concerne les entreprises industrielles et B2B de services. Donc, c'est un champ spécifique quand même de secteur d'activité. Après, dans un tout autre champ, vous avez depuis déjà quasiment 10 ans un dispositif qui s'appelle Pass Commerce et Artisanat, qui concerne les commerces et les artisans, qui est une subvention de 30% sur 25 000 euros de dépenses finançables, soit 7 500 euros de subvention. Ça peut paraître pas une somme énorme, mais pour des petits commerces, c'est tout à fait attractif. Et je sais que je vois que les entreprises, quand elles arrivent à avoir une aide publique, même pas très élevée, et en général très très contente de l'avoir quand même obtenue. Ensuite, dans les aides, n'oubliez pas des choses pas très connues comme le fonds tourisme durable qui existe et qui marche très bien en Bretagne pour aider l'hôtellerie, le secteur de l'hébergement et même de la restauration dans la transition écologique. Là aussi, c'est de l'aide, c'est un peu compliqué, mais c'est de l'aide qui peut atteindre 50% de subvention en moyenne. Et là, c'est du financement de l'ADEME, qui est, vous savez, l'organisme qui est le bras armé de l'État pour la transition écologique. On a aussi d'autres aides, parce que tout ça, c'est multiple. C'est pour ça qu'on est là pour vous aider. Comme par exemple, si vous avez besoin de changer un système de chauffage, faire de l'isolation, les CEE, les certificats économie de l'énergie de l'État. Bon, ça aussi, il ne faut pas oublier que ça existe. Donc, ça, c'est un Gaël, point. je me demandais, demain, moi, je suis chef d'entreprise, j'ai des problématiques. Mon chiffre d'affaires, il est un peu en baisse, il est un peu moribond. J'ai des problèmes pour payer mes cotisations sociales, mes charges. Comment on conseille un dirigeant qui arriverait avec ces problèmes ? Voilà, alors ça c'est l'autre partie dont je voulais parler, c'est si vous rencontrez des difficultés, donc là on sort du champ de l'investissement, par exemple un démarrage avec un niveau de chiffre d'affaires moindre que ce que vous espériez, ou carrément des problèmes soit de capacité à payer votre loyer, vos fournisseurs, voire les salaires, et ne parlons pas de vous payer vous-même une rémunération. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Effectivement, c'est important de venir vers nous en amont.
parce qu'on regarde. Quand on a besoin de regarder très près la situation financière, nous, la CCI, on travaille beaucoup avec les conseillers EG, qui est une association d'anciens dirigeants et cadres d'entreprise à la retraite. Et ça ne vous coûte rien, c'est nous qui les dédommageons. Ensuite, il faut se dire, je pense, que dans les difficultés pour payer ces charges, la notion d'étaler les paiements, c'est stratégique. Il ne faut pas se dire uniquement bah oui, mais il faudra le payer un jour. Non, parce que si, par exemple, vos charges sociales ou des charges fiscales, vous les payez non pas sur le moment, mais que vous demandez un étalement sur 12 ou 18 mois, par mois, ça fait bien moins de trésorerie à sortir. Donc, c'est vraiment stratégique. Et c'est quelque chose qu'on peut, on n'y pense pas toujours, mais aussi faire, demander à étaler son loyer, par exemple, ou une dette fournisseur. Et il faut le faire de façon écrite. Je reviens juste sur la partie sociale et fiscale. Il y a une charge qu'il faut toujours payer, vous savez, c'est la part patronale de vos cotisations sociales. Parce qu'en fait, quand on a des salariés, si on ne paye pas la partie patronale du salarié, en fait, vous ne l'avez pas versé au salarié parce que vous allez le donner à l'URSSAF. Donc, en fait, si vous ne le donnez pas à l'URSSAF parce que vous n'êtes pas en capacité, c'est comme si vous voliez le salarié. Donc, il faut toujours payer cette part patronale. Et chose importante, quand vous avez besoin de demander de l'étalement, vous allez sur votre espace sécurisé, sur votre site des impôts ou sur votre site de l'URSSAF. Après, quand vous avez des contentieux avec, par exemple, les impôts ou tout simplement un fournisseur ou un propriétaire, aujourd'hui, on pousse beaucoup la médiation. Donc là, dans l'exemple que je viens de donner, c'est la médiation des entreprises. C'est très facile à trouver. C'est médiateur des entreprises sur Internet et vous faites la demande en ligne. Il y a également la médiation du crédit. Quand on n'arrive pas à se mettre d'accord ou qu'on a essuyé un refus bancaire, que ce soit pour réétaler son prêt, pour demander du financement complémentaire. Donc ça, c'est la médiation du crédit. Il existe même aussi une médiation des assurances. Donc, toutes ces médiations se sont considérablement développées durant la phase Covid. Je me permets, Gaëlle. Là, Gaëlle nous a vraiment exposé, on va dire, les grosses problématiques, les choses où, quand on arrive quasiment à un point de rupture, on se dit, est-ce que j'ai des grosses problématiques, je continue, est-ce que je trouve des solutions, ou bien est-ce qu'une des solutions, ça ne serait pas d'arrêter. Il faut aussi vous dire que gérer les problématiques, c'est effectivement ces grosses problématiques-là, mais ça peut être des problématiques du quotidien. Vous avez acheté un prestataire, un produit qui n'est pas conforme, si vous êtes tout seul, isolé dans votre coin, vous allez avoir du mal à le gérer, ou en tout cas, vous allez peut-être le gérer sans avoir de conseil extérieur, en tout cas d'aller challenger un peu votre position avec un conseil qui peut être une CCI, France Active ou peu importe. Mais du coup, sans aller sur des cas extrêmes, ça peut être... je vais vous donner un exemple très concret. Je connaissais une entreprise qui achetait des casquettes. Il y avait un gros défaut quand ils ont reçu les casquettes. C'était des casquettes promotionnelles. Elle était à deux doigts en train de dire tant pis, ils me demandent de payer, je vais payer. Et en fait, c'était pas rendu compte. Mais pendant l'échange qu'on a eu, puisque l'importance de se faire accompagner, c'est aussi ça. On avait trouvé qu'elle avait une assistance juridique avec sa banque, qu'elle avait pu mobiliser un conseil juridique assez fin. Et au final, elle a réussi à récupérer la somme qu'elle avait déjà versée, tout en gardant les casquettes qui n'étaient pas dans un très bon état. Mais voilà, c'est vous dire, faites-vous accompagner. En amont, ça vous permet d'éviter les pièges au démarrage. Mais faites-vous accompagner aussi pendant. On parlait de la région Bretagne tout à l'heure. Il y a un dispositif qui s'appelle Passe Création, qui est en 3 étapes. Et la 3e étape, c'est être accompagné pendant les 3 premières années d'activité. Pourquoi on dit souvent 3 ans? Parce que c'est souvent là où vous allez rencontrer le plus de difficultés. En général, à la fin des 3 ans, si l'activité est toujours là, j'ai envie de dire, vous êtes rodé et vous êtes sur le lancement et vous êtes sur d'autres problématiques qui sont plutôt des problématiques de développement pour comment je gère ma masse salariale, comment je gère mon augmentation de trésorerie. Donc, on est sur d'autres problématiques. Mais faites-vous accompagner, c'est vachement important. Et je pense que c'est Alain qui voulait nous parler de savoir s'entourer. Je ne sais plus comment on a appelé la... Sachez vous entourer, pardon. Merci Mathieu. Donc effectivement, Mathieu vous a présenté en début d'atelier le multi-casquette du chef d'entreprise. Il doit être à la fois un DRH, un directeur commercial, un gestionnaire. Un entrepreneur, c'est un peu tout ça. Donc effectivement, le fait de savoir s'entourer
par d'autres personnes, pour moi, c'est une qualité fondamentale que vous devez avoir. Donc là, aujourd'hui, vous êtes présent à cet atelier, donc déjà, ça part bien. Ça veut dire que vous faites la démarche d'être accompagné en amont. Et après, vraiment, ne négligez pas la partie accompagnement aval, puisque là, c'est cette partie-là où vous allez pouvoir tester votre marché, développer votre activité, vendre vos produits, vos services. Et pour ça, il faut avoir, presque envie de dire, l'humilité et la sagesse d'accepter qu'on ne sait pas tout. En tant que créateur, repreneur, créatrice, repreneuse d'entreprise, vous souhaitez développer l'autonomie, vous souhaitez être maître de votre destin, développer votre affaire. C'est important tout de même de vous entourer. Globalement, les entreprises qui sont accompagnées par nos différents réseaux ont un taux de pérennité, on en parlait tout à l'heure, un peu supérieur à 80% à 5 ans. Celles qui ne sont pas accompagnées en fonction des différents régimes, ça varie entre 20 et 60%. Donc, vous voyez, donc le fait d'être accompagné va être important. Très rapidement, j'ai pris quelques notes pour vous présenter une dizaine d'entreprises que j'ai accompagnées ces 10 derniers jours. Donc il y avait une boutique de décoration, un artisan plaquiste, une boutique de prêt-à-porter, un vendeur et loueur de cycles, un architecte, un institut de beauté, un cabinet de recrutement, un prestataire en assainissement et une crêperie. Donc voilà, des secteurs très, très variés. Et pour chacune de ces entreprises, il y avait une problématique bien précise. Je ne vais pas répondre à toutes les problématiques, mais pour la boutique de décoration, c'était la question sur le fait de développer ou pas un site de e-commerce. Voilà. Pour l'artisan plaquiste, c'était une question de prix. Il avait prévu un taux horaire de 50 € hors taxe au démarrage. On s'est rendu compte quelques mois après qu'il était plutôt à 29-30 €. Grosse problématique de rentabilité, d'heures facturées par rapport aux heures produites. La boutique de prêt-à-porter, je ne vais pas vous faire un dessin, mais la conjoncture au niveau des boutiques de prêt-à-porter est actuellement compliquée. Donc là, on a fait un rendez-vous avec le banquier, avec l'expert comptable, pour rassurer cette entrepreneuse. Beaucoup de stocks à financer en vue de la période de Noël, qui est cruciale pour elle, un découvert à négocier avec sa banque. Eh bien, le fait d'être entouré par des structures comme les nôtres, ça rassure. Et la créatrice était terrorisée par le fait de rencontrer son banquier. Or, son banquier ou sa banquière, c'est un partenaire fondamental pour vous. N'attendez pas que ça aille mal pour aller voir votre banquier. Il faut vraiment entretenir la confiance avec le banquier. Le vendeur et loueur de cycle, c'était une question sur la saisonnalité et sur la question du financement du stock. Donc voilà. Donc, l'architecte, même chose, un petit peu comme l'artisan plaquiste, c'était, en l'occurrence, elle produisait, elle travaillait beaucoup, parce qu'en tant que chef d'entreprise, vous avez énormément travaillé, mais par contre, elle ne facturait pas toutes ses heures. Problème de rentabilité. L'institut de beauté, c'était un problème d'investissement des murs. Au bout de 2 ans, ça marche très bien. Est-ce que j'achète ou pas les murs ? Le cabinet de recrutement, c'est de savoir, même chose, ça fonctionne très bien. Donc elle est à Saint-Brieuc, à Plérin en l'occurrence. Et l'idée de savoir si elle allait s'installer sur notre ville, Finistère ou Ille-et-Vilaine. Et enfin, la crêperie, comme beaucoup de CHR, c'est un problème de RH. Donc un problème de cuisinier, de chef de cuisine qui part. En résumé, en tant que futur chef d'entreprise, vous aurez plein de problématiques à gérer. Et l'idée, pour toutes ces questions très concrètes, il faut vraiment savoir s'entourer parce qu'un chef ou une chef d'entreprise est souvent seul dans ses décisions. Et l'idée, c'est moi, je travaille dans une association qui accorde des prêts d'honneur et qui accompagne les entreprises. On parle de prêts d'honneur accompagnés. Et l'idée de ce prêt d'honneur accompagné, c'est de vous accompagner dans toutes les différentes étapes de la vie de votre entreprise. La semaine dernière, je suis allé voir Arcamp, une entreprise qu'on a accompagnée il y a une dizaine d'années. Ils étaient 2 au départ, ils sont 35 aujourd'hui. Donc ils ont complètement changé de métier. Ils étaient opérationnels au départ, ils sont devenus gestionnaires, DAF, DRH, etc. Donc ça, c'est des problématiques sur lesquelles on n'a pas la science infuse et pour lesquelles il faut savoir s'entourer. Donc nous, au sein du réseau Initiative, mais comme d'autres, un réseau Entreprendre propose également de l'accompagnement de chefs d'entreprise. Donc c'est un petit peu ça le parrainage. Le marrainage ou le parrainage, c'est un ou une chef d'entreprise confirmée qui est passé par les mêmes étapes que vous et qui va pouvoir vous aider dans votre prise de décision. C'est vous qui déciderez de la marche à suivre de votre entreprise. Par contre, échanger, pouvoir savoir si c'est un projet est bon ou pas, eh bien, c'est intéressant d'échanger avec un ou une chef d'entreprise qui est passé un petit peu par les mêmes étapes que vous. Donc l'idée de tout ça, c'est de créer de la confiance pour vraiment être quelque part maître de votre destin et de la pérennité de votre entreprise.
Vraiment, entourez-vous. Ne perdez pas de temps dans des réunions, etc. Enfin, l'idée, c'est vous êtes d'abord des chefs d'entreprise, vous devez faire marcher votre boutique, mais ne négligez pas ce temps d'échange avec d'autres, que ce soit votre banquier, votre expert comptable, les partenaires comme nous qui vous accompagnons, le parrain, la marraine. Vraiment, je pense que c'est important. C'est un facteur, pour moi, c'est vraiment une qualité pour vous de vous faire accompagner dans le développement de votre entreprise. Effectivement, une des clés de réussite, c'est de casser l'isolement. Souvent, vous allez démarrer, je n'ai pas la stat exacte, mais je pense que l'effectif moyen d'une entreprise, quand elle démarre, ça doit être 1, quelque chose. Donc, on est souvent sur des gens qui démarrent tout seuls. Donc, effectivement, se faire entourer à la fois par des conseils, mais aussi ça peut être par des réseaux de chefs d'entreprise. Je pense qu'il y en a un certain nombre aujourd'hui, puis vous en trouvez plein sur d'autres plateformes, sur Internet, etc. Il y a des réseaux très business, des réseaux très métiers. Si je suis dans la communication, il y a des réseaux très métiers où je vais pouvoir aller échanger avec des pairs. Si Alain il est dans mon réseau, je vais lui dire tiens, j'ai une problématique avec tel client, comment tu la gères. Donc des fois, c'est aussi intéressant d'avoir ce retour d'expérience de ses pairs. Puis des fois, j'ai besoin d'un conseil plus précis. Je vais aller voir Alain en lui disant j'hésite à acheter mes murs, j'ai ce local commercial depuis des années, mais j'ai un doute. Qu'est-ce que tu en penses? Et en général, pour avoir aussi des retours sur ces questionnements-là, il faut être stratège. Ça veut dire qu'on vous parlait d'accompagnement en prérequis, de se faire accompagner avant la création. Il faut aussi être stratège. En fait, être chef d'entreprise, c'est à un moment donné, c'est de poser une stratégie de développement, à la fois avant le démarrage, et puis ça va être pendant. Alors on va la poser de manière à court, moyen ou long terme, à différents moments de la vie de l'entreprise. Une stratégie pour vous donner une image. Je vais prendre je crois que c'est Gaël qui nous parlait de tourisme tout à l'heure. Je ne sais pas, je suis à Rennes, j'ai envie d'aller, j'ai n'importe quoi, à Bangkok en vacances. Donc je vais faire un gros road trip. Et je vais poser une destination. Donc dans l'entrepreneuriat, on va se dire tiens, ma destination, c'est d'aller à tel endroit ou d'atteindre tel niveau de chiffre d'affaires ou d'avoir tant d'effectifs, en tout cas, ou d'avoir 2 ou 3 boutiques. Je vais me poser un objectif, une vision à long terme. Et je vais me dire, je vais commencer à baliser mon chemin. Quel chemin je vais prendre? Comment j'y vais à Bangkok? J'y vais en vélo, j'y vais en train, j'y vais en avion, j'y vais à pied. Donc je vais commencer à baliser. Quelle étape je vais prendre? Où c'est que je m'arrête? Est-ce que je passe par le sud? L'Italie, c'est sympa, mais peut-être que la Scandinavie, c'est chouette aussi. Ça fait peut-être un petit détour. À la fin, vous verrez peut-être que mon voyage ne serait peut-être pas arrivé à Bangkok parce qu'il y a eu plein d'aléas. On vous parlait de problématiques tout à l'heure. J'aurais peut-être pris un autre chemin, j'aurais peut-être pris un autre moyen de transport, j'aurais peut-être dépensé un peu plus ou un peu moins. Et puis je serais peut-être arrivé pas à Bangkok, mais je sais pas, à Tokyo. Mais c'est pas grave, j'aurais quand même fixé un cap et je serais allé dans la bonne direction. Si vous ne fixez pas de cap, que ça soit avant la création ou pendant, ou si vous n'ajustez pas ce cap-là, si je reprends mon exemple de voyage, je veux partir en voyage, je ne sais pas où, je ne sais pas comment, je vais sortir de chez moi, puis je vais me dire c'est pas mal, mais en fait je crois que je vais rentrer. Parce que je ne sais pas où je veux aller, je ne sais pas comment je vais y aller, j'ai pas de budget à titrer pour aller en vacances. Donc en général, on rentre chez soi, puis on se regarde une petite série sur Netflix. Et voilà. Juste pour vous dire que la stratégie, c'est important. On parlait de s'entourer. La stratégie, vous allez pouvoir aussi l'exposer à vos partenaires. Je connais quelques boîtes qui font chaque année, quand ils ont le bilan avec leur comptable, ils vont avec leur expert comptable voir le banquier. Ils leur exposent pas que la partie bilan financier de l'activité, mais aussi voilà un peu comment s'est passée l'année, voilà vers quoi on veut tendre, on veut doubler notre chiffre d'affaires, on veut tripler notre capacité de production, on veut s'implanter dans un autre département. Et le banquier, l'expert comptable, il est au courant de ça, c'est des vrais partenaires et ils vont pouvoir aussi vous challenger sur votre stratégie. Une stratégie, ça se pose régulièrement et je peux vous donner juste un petit exemple parce qu'on pourrait presque faire un atelier sur la stratégie d'entreprise, il y en a peut-être aujourd'hui ou demain. Je vous prends juste la ligne, se diversifier, se spécialiser, innover. Je vais prendre un exemple très précis. Je suis architecte. Je travaille essentiellement avec des particuliers, je fais de l'extension de maison, vous savez, des petites extensions, la belle véranda ou la pièce en plus ou la surélévation. Et je me rends compte que l'activité, mon chiffre d'affaires, il a du mal à... Voilà, il est correct, mais j'ai du mal à le faire évoluer à la hausse. Il est un peu moribond, il est stable, mais voilà. Puis les particuliers, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'allers-retours, c'est des gens qui sont très demandeurs. Du coup, je suis tout seul, j'ai du mal à gérer tous mes dossiers et je me pose des questions en termes de rentabilité. Je me dis, c'est peut-être pas la meilleure cible. Et du coup, je vais avoir là dans cet exemple-là, mais il y a plein d'autres manières de poser une stratégie, mais je vais me dire, tiens, je vais essayer de me diversifier. J'ai un gros réseau aussi on parlait de commerce et de restauration, j'ai un gros réseau dans ce domaine-là, pourquoi pas aller aménager des restaurants, des bars. C'est des choses très techniques, donc je reviens sur l'aspect formation, peut-être que j'ai besoin de me former aussi, parce que c'est des normes spécifiques, c'est des réseaux aussi, on parlait de s'entourer. Je vais peut-être retourner voir des réseaux plutôt liés à l'hôtellerie-restauration avec la CCI ou l'association, des Carrés Rennais à Rennes. Je vais essayer de réintégrer ces réseaux-là. Donc je vais commencer à poser une stratégie pour me diversifier. Je ne vais pas juste me dire, tiens, je vais les toquer aux portes des restaurants pour leur proposer mes services, mais je vais mettre en place, je vais baliser mon chemin pour me dire mon objectif à moyen long terme, c'est les bars et les restaurants.
Donc ça, c'est se diversifier. Se spécialiser, ça va être, tiens, je vois qu'il y a une nouvelle tendance sur la construction avec des matériaux biosourcés, je suis intéressé par la terre crue. Pareil, je vais me former, c'est des techniques particulières. Donc je vais reposer une stratégie, je vais reposer un plan de formation, je vais aller regarder si j'ai besoin de financement aussi pour financer un peu ce virage. Et je vais me spécialiser demain sur une clientèle qui a rien à voir avec de l'extension, mais avec vraiment de la construction avec des matériaux biosourcés. Et innover, alors c'est un peu dur d'innover dans l'architecture, mais j'ai quand même trouvé un petit exemple. Je reste sur mon domaine, ma cible client qui est les particuliers. Je me rends compte que j'ai beaucoup d'appels entrants, de demandes entrantes qui n'est pas toujours qualifiée. Je vais me mettre en lien avec un prestataire informatique et puis je vais imaginer une sorte de solution, d'interface où les particuliers vont pouvoir tout simplement commencer à poser leur projet, peut-être même à commencer à dessiner des plans, à poser un budget, à poser peut-être un plan de financement, en tout cas de qualifier vraiment de manière assez fine mon prospect. Et comme ça, moi, architecte, ça me permet de prioriser mes appels. Quelqu'un qui a fait quelque chose d'assez léger dans sa prise de contact, c'est peut-être pas le contact prioritaire que je veux faire. Quelqu'un qui est très avancé, qui m'a déposé des éléments financiers assez fins, qui sait ce qu'il veut, c'est peut-être lui que je vais appeler en priorité. Et puis quelque part, ça m'apporte aussi un élément concurrentiel, un élément différenciant, puisque mes concurrents, ils n'ont pas cette solution-là. Donc voilà, je peux peut-être communiquer dessus, ça peut avoir un effet marketing. Donc posez-vous, c'est vraiment important à la fois au démarrage, mais aussi quasiment chaque année. Ça peut être un plan stratégique pour l'année en cours, ça peut être pour les 3 premières années. Il y a plein d'outils, les structures d'accompagnement ou des tiers, ils vont vous apporter de l'outillage. Il y a de l'outillage sur Internet, on peut travailler la stratégie avec différents supports. Ça peut être des supports très visuels. Mais chose que vous allez avoir besoin, c'est tout simplement aussi, si vous voulez poser une stratégie, il faut savoir faire un audit, un diagnostic de la situation actuelle. Ça veut dire que si aujourd'hui vous ne savez pas quel est votre chiffre d'affaires, quelle est votre marge, quelle est votre rentabilité, vous allez avoir du mal à faire des choix pour diversifier, ou vous spécialiser ou innover demain pour votre activité. Et là, je crois que c'est plutôt Sophie et Alain qui vont nous parler de cette partie-là, sur la partie gestion. En complément, effectivement, d'être stratège et de savoir s'entourer, c'est vraiment primordial de pouvoir anticiper et d'être outillé. Donc à la question, faut-il attendre mon premier bilan 14 mois après le démarrage pour gérer mon entreprise? Évidemment non. Mais malgré tout, ça arrive dans une bonne partie des cas de ne pas être forcément outillé dès le démarrage du projet. Donc nous, on essaie de sensibiliser aussi à ça pour que les entrepreneurs se lancent déjà avec des indicateurs clés, des outils de gestion, évidemment adaptés à l'activité. Même en micro-entreprise, on doit avoir des indicateurs. Alors, pas la peine toujours d'avoir des usines à gaz. L'idée, c'est d'avoir des outils simples, faciles à suivre et de manière régulière. Ne pas attendre effectivement la fin de l'année, le bilan comptable qui arrive en général 1, 2 ou 3 mois après pour pouvoir adapter sa stratégie justement d'entreprise et adapter son activité. Donc l'idée, c'est d'éviter d'avoir une vision plutôt court-termiste qui arrive quand même assez régulièrement par manque d'outillage, et d'éclairage, en fait, d'avoir une vision vraiment chiffrée, objective de votre situation. Donc nous, dans le cadre du suivi base création, on suit les entrepreneurs jusqu'à 3 ans. Et souvent, les entrepreneurs en prennent conscience 6 mois ou 12 mois après s'être lancés, de l'importance d'avoir ces outils-là de gestion. Donc voilà, dans l'idée, autant partir directement dès le démarrage d'activité avec des outils simples et adaptés. Et je m'excuse, mais Alain, est-ce que tu veux, on manque de temps, donc on va essayer de finir la présentation. Est-ce qu'Alain, tu vas ajouter une partie Oui, très, très rapidement, parce qu'effectivement le temps est contraint. Le tableau de bord est indispensable. C'est-à-dire que globalement, c'est un outil qui doit vous apporter de la sérénité et pas du stress. Parce que si vous n'êtes pas serein, selon moi, vous ne pouvez pas vendre vos produits ou vos services. Donc c'est vraiment important que vous sachiez, vous connaissiez les performances économiques de votre entreprise. Ça va être des indicateurs financiers, mais aussi des indicateurs réels. On pourra en parler pendant des heures, mais globalement, les indicateurs financiers, ça peut être la fréquentation de votre magasin, le taux de transformation de vos devis, votre carnet de commandes, ça peut être votre nombre d'abonnés Instagram, ça peut être vos avis sur Google My Business. C'est un peu tout ça, les indicateurs réels. Et donc vraiment, pour votre tableau de bord, faites-vous également accompagner. Vous pouvez le construire vous-même, vous pouvez le travailler avec votre expert comptable, avec les partenaires qui sont présents ici. Mais vraiment, ce tableau de bord de gestion, c'est un outil de pilotage pour votre entreprise et pour moi, il est indispensable. Et je vous propose, il y avait une dernière slide sur créer de la confiance. Je pense qu'on a répété plusieurs fois les différents conseils. Ce que je vous propose, c'est plutôt si vous avez des questions
Il nous reste 1 minute, puis peut-être qu'on aura un peu de rap, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Si vous avez des questions, on a 2 micros, on peut faire tourner un micro. Il suffit de lever la main. Souvent, quand il y en a un qui se lance, après, il y en a d'autres. Mais en tout cas, si vous n'avez pas de questions... Ouais, il y a une question juste là, à gauche. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé des formations avec un pôle dédié aux entrepreneurs. Le CPF, il y a du budget qui reste dessus. Moi, j'ai une enveloppe. Est-ce qu'on peut l'utiliser même si on n'est pas entrepreneur? Alors, je vais répondre quand on est installé, donc chef d'entreprise, le CPF, il reste mobilisable. Mais dans certains cas, ça veut dire qu'il faut que votre formation soit certifiante. Ça veut dire que si vous voulez vous améliorer en anglais, vous avez une clientèle ou des partenaires qui sont basés en Angleterre, vous pouvez mobiliser votre CPF pour faire une formation en anglais, du moment qu'elle soit certifiante. Après, si vous voulez des formations métiers plus précises sur votre domaine d'activité, en fonction du statut que vous avez, alors les gens qui sont en SAS, donc qui sont assimilés salariés, ils ont affaire à un OPCO. Ça, je ne les change pas trop que quand vous étiez salarié. Et quand vous n'êtes pas en SAS, donc tous les autres, vous dépendez d'un fonds d'assurance formation. Il y a ce qu'on appelle l'AGFIS pour principalement les commerçants, pas que. Vous avez la chambre des métiers, la chambre régionale des métiers pour les artisans, et vous avez ce qu'on appelle le FIFPL pour les autres professions libérales. Il y en a d'autres, mais c'est les 3 gros principaux. Mais en tout cas, voilà, ça peut venir en complément. C'est toujours intéressant d'appeler au moins soit l'OPCO quand vous êtes en SAS ou votre formation, ou tout simplement aussi de faire appel à des conseillers en évolution professionnelle, des fois qui ont une vision assez fine, ou bien tout simplement une structure d'accompagnement qui va pouvoir vous guider sur ces choix-là. Mais oui, ça reste mobilisable. Bonjour, déjà merci pour votre présentation. Et je voulais savoir sous quelles conditions en fait l'accompagnement était possible. L'accompagnement était possible en fait via la CCI ou les Alors autres organismes. pareil, je vais répondre brièvement. Vous me pardonnez, je garde le micro. On est tous et toutes présents juste derrière, là sur le grand stand jaune de la région Bretagne et BPI. En fait, et de la CCI, pardon, excusez-moi, et de la CCI. Allez voir toutes les structures d'accompagnement, elles ont des approches qui sont différentes, mais qui sont assez similaires. Souvent, ça démarre par un rendez-vous, par une réunion d'information. Et en général, on a besoin de savoir où vous en êtes dans votre projet pour vous aiguiller vers le bon dispositif ou la bonne formation. L'objectif, c'est pas de rentrer tout le monde dans le même dispositif, c'est de vous dire, on parlait de passe création, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que vous êtes prêt pour intégrer ce dispositif-là? Si ce n'est pas le cas, est-ce que ce n'est pas un autre acteur qu'il faut aller voir ou un autre dispositif? Donc allez nous voir, vous avez toutes les informations. Là, on est là les 2 jours. Effectivement, CCI, BPI, Région Bretagne et toutes les structures d'accompagnement qui ne sont pas sur scène aujourd'hui, mais qui sont assez multiples aujourd'hui. Et une toute dernière peut-être, parce que je pense qu'on a débordé. J'espère que ça tourne toujours. Je fais un petit... Moi, ma question par rapport au pass création et à toute l'aide que vous pouvez apporter, c'est le coût que c'est. À quel coût et ou s'il n'y a pas de coût, à partir de quand est-ce qu'il y a un besoin d'apporter du coup Alors en général, sur tous les dispositifs avant création, on est souvent sur des prises en charge qui sont quasi totales. Ça veut dire que c'est un tiers qui va prendre en charge l'accompagnement. Pass création, c'est clairement la région qui finance l'intégralité du dispositif, que ce soit les 2 étapes avant la création que la phase d'accompagnement sur 3 ans. Donc ça, c'est pris en charge. La formation, en général, c'est des prises en charge via du CPF ou via d'autres financements. Je pense à Pôle emploi qui a d'autres aides. Une fois que vous êtes installé, il arrive assez souvent qu'il y a un reste à charge malgré tout. En fait, quand vous êtes dirigeant d'entreprise, on parlait de stratégie tout à l'heure, je vais poser un budget. Je vais me dire, j'ai besoin de me former dans un nouveau domaine d'expertise. Potentiellement, c'est pas sûr, mais potentiellement, j'ai un reste à charge, donc je vais peut-être budgétiser ce reste à charge. Mais en général, il y a toujours quand même un tiers financeur qui est total ou partiel, mais en tout cas, avant création, c'est quasi systématiquement pris en charge. Une toute dernière? Allez, dernière. Reprise. Alors, il faut coller plus le micro. Dans le cas de la reprise, oui, c'est les mêmes aides. Ça va être les mêmes dispositifs. C'est vrai, on dit création, mais c'est création et reprise, et ou reprise. Donc oui, le projet, la reprise, c'est aussi un projet de création. En tout cas, c'est des projets qui sont accompagnables sans problème. Merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas à continuer à regarder les autres ateliers, à venir nous voir. Merci, au revoir.